Deux adolescents troublés se rencontrent par hasard et c'est le coup de foudre. Ils planifient déjà leur avenir ensemble lorsque quelqu'un tente de les séparer. Leur relation se transforme en une violente, sanglante et terrifiante alliance meurtrière. C'est le soir de l'Halloween de 2006 à Lafayette, au Colorado. Des tueurs et des victimes ensanglantées parcourent les rues de la ville. C'est un spectacle macabre. Dans une maison des jeunes, Brian Grove, 17 ans, donne un coup de main à la préparation d'une fête. C'est l'un des travaux communautaires qu'il doit effectuer pour avoir cambriolé des voitures. On lui demande de travailler avec Tess Tom, une jeune fille de 15 ans. Yeah, I know you. Really? Well, not personally. I actually follow your blog. Oh, okay. I like the way you express it. Ce n'est pas un ange non plus, car elle a enfreint le couvre-feu pour adolescents. Quand Tess a réalisé qu'il s'agissait du garçon qui lui avait écrit sur son blog, ce fut le coup de foudre. Really? I read it, trust me. Oh my gosh. You're more beautiful. Brian jette son dévolu sur cette vilaine sorcière. Ils commencent à se fréquenter et une passion brûlante les envahit. Plus rien d'autre ne compte, ils sont éperdument amoureux. C'était ma meilleure amie. Mais dès qu'elle a commencé à sortir avec lui, elle a arrêté de voir ses autres amis. On était inséparables, elle et moi. Mais quand elle s'est mise à le fréquenter, on a perdu le contact. Plus jeune, j'étais dans l'équipe de natation avec lui. Il était très intelligent et plein d'énergie. Il ne restait jamais en place et il était très drôle. Il faisait toujours rire les gens. Brian avait terminé son secondaire l'année précédente. Il avait quitté la maison familiale pour aller vivre avec un ami dans un appartement. Tess lui rendait visite tous les soirs. Ils passaient tout leur temps libre ensemble. Ils étaient profondément amoureux. Même si elle n'a que 15 ans, Tess cherche le grand amour depuis très longtemps. À mon avis, depuis son enfance, Tess se sentait rejetée. Son père était parti et sa mère s'était remariée. Mais son nouveau mari était parti lui aussi. Alors je crois qu'elle s'est vraiment sentie rejetée dans les deux cas. À mon avis, c'est un peu à cause de ça qu'elle voulait attirer l'attention des garçons. Elle voulait se sentir acceptée et elle souhaitait qu'on l'admire comme les vedettes. Quand ils ne sont pas ensemble, Tess et Brian gardent contact par téléphone ou par messagerie électronique. Le jeune couple est impatient de dire au monde entier qu'ils ont trouvé leur âme sœur. Et ils prennent les blogs et forums électroniques d'assaut pour propager la nouvelle. Les deux passaient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Brian est l'homme le plus heureux du monde. Mais il craint qu'un autre garçon lui vole l'amour de sa vie. Alors il publie des menaces inquiétantes. Just to let you all know, this is the most beautiful girl in the world. And she's mine. Touch her, and I will kill you. Il était très possessif avec Tess, d'autant plus qu'elle attirait beaucoup l'attention. Je n'ai jamais douté que si quelqu'un essayait quoi que ce soit avec Tess, il serait passé aux actes. Mais il y a autre chose qui entretient sa paranoïa. Je sais qu'elle avait déjà trompé ses anciens petits amis. Je ne l'aimais pas vraiment. Je n'aimais pas ce qu'il dégageait. Je me souviens d'une fois chez Brian. Tess voulait aller voir un film, mais pas lui. Il a complètement disjoncté. Brian s'est mis à se comporter de façon inquiétante. Il disait des choses troublantes comme « Je vais t'attraper l'oreille avec mes dents et je vais te traîner partout dans la chambre ». Il n'était plus le même, c'était bizarre.
L'insécurité de Brian envers Tess remonte à son enfance difficile. Natif de l'Inde, une famille du Colorado l'adopte en bas âge et il commence une nouvelle vie. Mais il n'arrivera jamais à s'affranchir de son passé. Brian racontait souvent qu'il était le fils du démon, parce que sa mère naturelle en Inde avait été... Il avait donc l'impression d'être le fils du démon. Il a intégré cette histoire dans l'image qu'il se fait de lui-même. Il se voyait comme le fils du démon. Il se détestait car il s'était convaincu que ce monstre faisait partie de ses gènes. N'importe qui aurait beaucoup de mal à l'accepter. Il s'est toujours senti rejeté, sauf par ses parents. Il a toujours été un peu différent. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui avaient la même teinte de peau que lui au Colorado. Il a de la difficulté à se faire des amis et les enfants de son âge sont cruels avec lui. Au secondaire, Brian devient de plus en plus ténébreux et son comportement imprévisible. Too loud. After midnight, you need to turn it off. Get it. Don't touch my stuff. I swear I'll kill you. Don't ever touch my stuff. Les policiers ont dû intervenir pendant une dispute entre Brian et sa mère. Brian a dit qu'il n'était pas sérieux et qu'il était simplement en colère. Il s'est excusé auprès de sa mère et les policiers leur ont conseillé d'aller suivre une thérapie ensemble. Mais les choses continuent de changer. La passion de leur amour devient de plus en plus sulfureuse et Linda, la mère protectrice de Tess, s'y oppose. What the hell is going on in here? I think it's about time you went home. Carry it. You gotta go. Tess, you want to know better. What is the matter with you? Elle savait que Tess et Brian avaient des relations sexuelles et elle n'aimait pas ça. Il était un peu plus vieux qu'elle et ça la rendait furieuse. You should know better. I hate you. I don't like you either. Tess n'acceptait pas qu'on lui dise quoi faire. Les deux continuent de partager leur frustration avec le monde. Tess déclare la guerre à sa mère. Mais ce n'est rien de très nouveau. Malheureusement, sa mère avait un problème d'alcoolisme et c'était bien connu du voisinage. Son alcoolisme nuisait beaucoup à sa relation avec Tess. Tess, give me my keys. No, Mom. Elles se disputaient à propos de tout et de rien. I'm going. I said I'm going. Mais sa mère dépassait les bornes. Je l'ai déjà vue frapper Tess et la pousser dans l'escalier. You could have killed me, Mom. It's your own stupid fault if you've given me my keys to begin with. This never would have happened. Stop being such a baby. Son alcoolisme a sans doute exacerbé l'agressivité de la mère envers sa fille. Les alcooliques ont souvent moins d'inhibition et sont plus impulsifs. Ils n'arrivent pas à calmer leur colère et contrôlent mal leurs émotions. L'alcoolisme va donc de pair avec les actes impulsifs et l'agressivité. I wonder if she's out with that stupid boy again. Linda m'a déjà expliqué qu'elle avait plusieurs problèmes dans sa vie et qu'elle souffrait physiquement. L'alcool était la seule chose qui pouvait la soulager. Ce n'était pas surprenant qu'elle ne veuille pas arrêter de boire. Dans son blog, Tess décrivait sa frustration de devoir constamment surveiller sa mère pour l'empêcher de prendre le volant ivre. D'un côté, elle exprime publiquement ses frustrations, mais c'est aussi en quelque sorte un appel à l'aide. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Elle souhaite attirer l'empathie des autres. I know, like, how can a mother seriously hate her daughter? It's ridiculous. It's unheard of. Tess jouait au basketball et sa mère, Linda, se présentait souvent au match de fin de matinée complètement ivre. Ça ne surprenait plus personne. Linda avait cette malheureuse réputation. Je sais que Tess refoulait beaucoup de frustration à cause de la façon dont sa mère la traitait. Elle voulait seulement que sa mère l'aime, mais c'était impossible à cause de son alcoolisme.
Tess croit qu'elle a suffisamment enduré les crises de sa mère alcoolique et passe de plus en plus de temps avec Brian. Sa mère, Linda, apprend qu'elle fait l'école buissonnière. Alors elle déclare à la police que sa fille est en fugue. Les policiers sont allés chercher Tess pour la ramener à la maison. Oh, it's so nice to see you again. Where were you? Whatever, Mom. Tess était un peu plus délinquante que les autres. Mais je pense que sa mère se rendait compte qu'elle était vraiment en train de déraper. Elle essayait de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Thanks. I appreciate it. Tess est de retour, mais elle ne pense toujours qu'à son amoureux, Brian. Linda finit par céder sous la pression de sa fille et elle permet à Brian de venir s'installer chez elle. Sa mère n'était pas très contente de voir Brian emménager chez elle. Elle ne l'aimait pas vraiment, mais elle était prête à faire ce sacrifice pour que Tess reste. I don't even see why she wants me home. Whatever. Linda Dom a permis à Brian d'emménager chez elle dans l'espoir de maîtriser la situation à nouveau, car elle avait l'impression d'en perdre rapidement le contrôle. She's always drunk. She's ridiculous. It's disgusting. C'était un effort désespéré pour tenter d'encadrer Tess. Mais par le fait même, elle reconnaissait aussi qu'elle ne pouvait pas mettre fin à cette relation. Alors il valait mieux la superviser. La trêve est de courte durée. So, Mom? Yeah. We kind of have something to tell you. What's that? Well, I might be pregnant. Pregnant? Pregnant? Yeah. Oh, I knew that this was going to happen. You're not going to have this baby, and you're going to take care of this. You're going to get off your lazy butt, you're going to get a job, and you're going to take care of this. She's a kid. I knew this was going to happen. Tess a passé un test de grossesse le lendemain et elle n'était pas enceinte. Tout le monde était soulagé. Oh my God, I knew this was going to happen. Mais pour Linda Dom, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La mère de Tess ne voulait plus que Brian vive chez elle. Alors, il devait trouver le moyen de régler le problème. She has her own life. Like, why can't she just leave us alone? Brian prend une décision qui changera sa vie. It's not gonna be like this anymore, baby. I promise. Really? I'm gonna handle this. Really? Yeah. Il compte assassiner Linda Dom le soir même. Oh, I knew that this was... Les adolescents troublés Brian Grove et Tess Dom en ont assez de l'intrusion de Linda, la mère de Tess, dans leur vie privée. She's a kid. Do you get that? She's just a kid. Ils veulent sa mort. Tess sait aussi que la mort de sa mère pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Ils savent que Linda a fini de payer sa maison et qu'elle a souscrit une assurance vie. Donc, s'ils la tuent, ils hériteront de la maison et bénéficieront de l'assurance. Ils pourraient alors vendre la maison et utiliser les profits pour s'acheter la maison de leurs rêves. Ce fantasme se concrétise vite, alors que les deux tourtereaux visitent des maisons. This is a lot of house. Here's the living room. So, what do you do again? Oh, I'm in fast food. L'agente immobilière fait visiter une maison de 500 000 $ à ces deux jeunes de 17 et 15 ans et elle se demande comment ils pourront la payer. We're definitely buying this place. Je pensais qu'ils étaient devenus fous. C'était impossible pour eux de se payer une maison comme ça et c'était stupide d'y penser à leur âge. C'était très important pour eux. Mais tout le monde savait que ça ne marcherait pas. C'est peut-être stupide, mais les amours de jeunesse se bâtissent sur le rêve et non la réalité. Pour réaliser ce rêve, ils doivent régler le sort de Linda. Ils en discutent ouvertement chez Tess, en présence de leur ami Tom Clayman.
I think we should stab her. Stab her? I think that's gonna be too messy. Nah, it won't be messy. It's gonna be messy. There's gonna be blood everywhere. Yeah, but we can clean it up. We'll use bleach or something. I don't know, that's not, I don't know. Maybe we should poison her. Poison her? Yes. Poison her and make her overdose on her pills. Ce genre de fantasmes et de pensées cruelles et macabres est plutôt fréquent chez les adolescents dysfonctionnels. Ce qui est inhabituel, ce sont tous les détails auxquels ils ont pensé. Quick and easy. What's going on in here? Nothing. What are you two up to? Nothing. Nothing. We're just talking. Hanging out. I'm gonna have a cigarette. I'm sure you will. Ils poursuivent les préparatifs dans un restaurant. Il n'y a qu'une chose au menu. Le meurtre. Oh my gosh, why are you so crazy? I don't understand. Stop. People, oh my gosh. Linda a appelé Tess à répétition, une dizaine de fois en tout. Why do you keep on calling me? Why? Oh my gosh. We need to do something about her. La scène était typique de leur dynamique. Linda essayait d'exercer son autorité parentale et Tess, comme tous les adolescents, y résistait. Mais c'était exagéré, puisque leur relation était si dysfonctionnelle. Le repas est interrompu par un dernier appel. She's gonna throw your stuff out on the deck. And she says that we're finished. What? Why? I don't know. We gotta do something. I think we should kill her. You think we can get away with it? Yeah, probably. I'm not gonna help you or anything. We gotta go now, like right now. She kicked you out. Look at that. This is unreal. You gotta do it. All right, I'll do it. All right? Yeah, I'll do it. Okay. I love you, baby. I love you too, baby. All right. Just drive around. I'll handle this. I got you, man. Tess et Tom se promènent dans le quartier en attendant que la confrontation soit terminée. Hey, what are you doing in here? Don't worry Where's about Tess? Don't worry about we Tess. wouldn't be having these problems if it wasn't for you. If you weren't drunk all the time, me and Tess would be happy. No, you're the problem because you're not even one of us. Cette remarque l'a assommé. Il était encore plus furieux. Et sa remarque l'a convaincu qu'il était obligé de la tuer. What's taking him so long? Let go of me! Stop it! No! Why isn't he calling? Tess n'en pouvait plus d'attendre, alors elle a appelé Brian. Brian essaie d'étrangler Linda, mais elle ne meurt toujours pas. Tess, put Tom on the phone. He wants you. He wants you? Yeah, man. Pour en finir avec sa victime, il saisit un petit couteau à cran d'arrêt. We gotta go. Oh my gosh. Okay. Pour l'achever, Brian part chercher un couteau de cuisine. Oh my God! Where have you been? Oh my God! Is she dead? Yes, you have to help me get her out of here. Dude, I don't want to get involved. You have to. You're already in it. You can't get out now. Dans la cuisine, Tess attend nerveusement que ce soit terminé.
Mais le plan maléfique des adolescents a une faille importante. Ils ne savent pas quoi faire avec le corps de Linda. Now what? I don't know. Linda Dahm, 52 ans, est morte sauvagement poignardée par Brian Grove, le petit ami de sa fille Tess. Prenant soudainement conscience de la gravité de la situation, les jeunes amoureux et leur ami Tom Clayman doivent se débarrasser du corps. Now what? Et vite. I don't know. Oh my goodness. Tess était tout à fait convaincue que Brian avait agi de façon extrême pour la sauver de la vie terrible qu'elle croyait mener. Et selon elle, c'était un geste remarquable. Elle le voyait comme un héros. C'était une véritable preuve d'amour et d'affection pour elle. Sa perception était complètement faussée. Les tueurs nettoient la scène et font comme si de rien n'était. Qu'ont fait les trois adolescents ensuite? Ils sont passés au salon pour fumer un joint devant un film. Cela trahit leur immaturité et le fait qu'ils ne sont pas capables de gérer une telle situation pour l'instant. C'est une façon d'effacer ce qui vient d'arriver et de faire comme si de rien n'était. Le lendemain matin, Tess élabore son propre plan pour se débarrasser du cadavre de sa mère. Elle achète un cadeau spécial pour Brian avec la carte de débit de Linda. Une scie pour la découper en morceaux faciles à jeter. Il a vite réalisé que c'était plus difficile qu'il le croyait de dépecer un humain, surtout avec une aiguine. Brian a désespérément besoin d'aide, alors il invite un ami, Mark Davis, pour lui montrer la scène macabre. Please, just come, man. I really need you. Mark est très réticent à l'aider, parce qu'il sait que c'est mal. Et bien entendu, ça le rend mal à l'aise. Mark Davis et Brian Grove se ressemblent. Les deux se sentent rejetés. No, you have to help me. Leurs histoires familiales et leur rapport avec la communauté étaient semblables. Les deux se sentaient en marge de la société et veillaient l'un sur l'autre. Ils avaient donc créé un lien qui reposait sur leur singularité. Pour justifier son attaque brutale, Brian invente une histoire selon laquelle il voulait protéger sa petite amie. Brian raconte à Mark que Linda était ivre et qu'elle a tenté de s'en prendre à Tess. Celle-ci a réussi à appeler Brian pour qu'il lui vienne en aide. À son arrivée, Linda l'aurait menacé avec un couteau et il lui aurait enlevé pour la poignarder dans le cou. Brian essaie d'assumer le rôle que Tess voulait qu'il remplisse. Il croyait qu'elle le percevait comme un héros fonceur et viril. C'était une lourde charge pour lui. Pendant ce temps, Tess commence à réaliser la gravité de la situation. Elle voit que le rêve n'est pas aussi beau que prévu. Ce soir-là, Brian reconduit Mark chez lui et commence à saisir la portée de ses gestes. I can't believe I just did that, man. I can't believe I just killed somebody. Look, just go to the police, all right? Tell them it was self-defense. No, they'd never believe me, man. Au cours des 3 journées qui suivent, le trio de jeunes se demande quoi faire avec le corps de Linda. Au bout du compte, Mark et Brian décident de s'en départir dans un dépotoir. Mais leur plan s'enlise. We're like in a ditch. It's not going anywhere. Ils ont abandonné l'idée de laisser le corps au dépotoir et ils sont rentrés à la maison pour réfléchir.
Sa petite amie est impatiente de passer à autre chose. Brian sait qu'à son retour, Tess ne sera pas contente d'apprendre les derniers développements. Well? The landfill plan didn't work. What do you mean the plan didn't work? We got stuck in the mud. You got stuck in the mud? Yeah. Really? Il lui devait une explication, puisqu'il avait dit à Tess que son plan était infaillible. Pourtant, il a échoué. Alors l'anxiété de Tess est devenue insupportable pour elle. Still here. The body's still here. Tess, Brian et Mark sont repartis dans la voiture de Linda Dom. Cette fois, Brian suggère une méthode plus traditionnelle pour se débarrasser du corps de Linda. C'était le mois de février au Colorado. Il faisait froid et le sol était complètement gelé. Ils auraient beaucoup de mal à creuser la tombe. Come on. Au bout de 2h30 d'efforts, ils ont seulement réussi à creuser une petite fosse peu profonde. Fatigués et frustrés, ils croient avoir atteint le fond du baril quand leur pire crainte se réalise. Une voiture de police approche. Le secret des jeunes criminels sera-t-il déterré? Les jeunes amoureux Brian Grove et Tess Dom et leur ami Mark Davis tentent d'enterrer le cadavre de la mère de Tess. Come on. Mais ils sont interrompus lorsqu'ils aperçoivent une autopatrouille qui approche. Le policier risquait de s'arrêter pour leur demander ce qu'ils faisaient et ils avaient un cadavre dans la voiture. Si la voiture venait les voir, ils étaient cuits. Après de longues minutes, la voiture de police s'éloigne sans les avoir remarqués. Guys, this is ridiculous. I can't see this. I can't see this. What are you doing? Come on. Tess. Ils ont jeté le corps de Linda dans la fosse et ont commencé à l'ensevelir. Mais le trou n'était pas assez profond, alors c'était difficile de recouvrir le corps. De retour à la maison, le corps de Linda Dom continue de les hanter. I know, but I think we're fine. I think it's okay. Like, the body is hidden. The body. I'm not part of it. It's fine. Listen. We have to go back, okay? We have to. We have to go get that body. When sunlight comes out, somebody's gonna see the body. We have to go back. All right? Let's go. Brian et Mark sont retournés au cimetière. Ils ont déterré le corps, ils l'ont déposé dans le taux et sont retournés à la maison peu avant l'aube. Le lendemain matin, Tess décide qu'il est temps de passer à autre chose. Here you go, sweetie. Wow. I know. Elle ne veut plus penser au cadavre dans le garage. Elle veut jouer son rôle de femme dévouée et préparer un bon petit déjeuner pour son amoureux fossoyeur. So what should we do today? Brian et Tess ont vite oublié que le corps était dans le garage. Ils vivaient dans la maison comme s'ils étaient de jeunes mariés. I don't know. I think we should like go to the mall or something. Get you some new clothes. And then I can wear them to our party tonight, right? Ils profitent au maximum de la carte de crédit de la mère de Tess. Elle payait tout avec ça. Ils allaient au McDonald's 5 fois par jour et ils dépensaient $20 chaque fois. Elle en profite aussi pour gâter Brian. Elle lui achetait tout ce qu'il voulait avec la carte de crédit de sa mère. Ils transforment la maison de Linda en salle de réception. Tess et Brian buvaient sans arrêt et ils consommaient de la drogue pour oublier les émotions associées aux événements sinistres qui venaient de se produire. Ils tentaient de fuir la réalité, de ne pas y penser et de ne rien sentir.
Ils vivaient le moment présent comme tous les jeunes. Ils ne pensaient pas à ce qui allait arriver quand ils n'auraient plus d'argent. Ils se comportaient comme de véritables adolescents. Certains jeunes demandaient à Tess où était sa mère. Tess et Brian leur répondaient qu'elle s'était saoulée et qu'elle avait disparu. Comme Linda avait mauvaise réputation, la plupart des jeunes croyaient leur histoire. Pendant ce temps, le père adoptif de Brian se demande pourquoi il ne les entend plus se plaindre de Linda Dahm. Il a souvent visité la maison et il a constaté que Tess et Brian l'avaient organisée à leur goût. Ça lui semblait étrange. Il a demandé à Tess où était sa mère et ce qu'elle en pensait. Elle lui a répondu qu'elle serait bientôt de retour. Les semaines passent et la lune de miel prend fin. La culpabilité envahit Brian. Il songe au et il partage ouvertement ses tourments. C'était vraiment inhabituel pour lui. Je me souviens très bien de ce message. J'y avais d'ailleurs répondu pour vérifier si tout allait bien. Il ne m'a jamais répondu. Et ses propos m'inquiétaient vraiment. J'avais l'impression que quelque chose de terrible s'était produit. Parce que même quand ça allait très mal, les deux avaient l'habitude de rester optimistes. Cela révélait que la gravité de ses gestes dépassait ce qu'il pouvait assumer. Il était tiraillé, il ressentait le besoin de se confesser, d'être pardonné et d'être puni. Il a déclaré publiquement qu'il ne pouvait plus vivre avec un tel secret. Morte ou vivante, Linda Dahm continue de séparer les deux jeunes amoureux. Ils sont incapables de se débarrasser du corps et cela provoque des tensions dans la maison. What are you doing? I'm smoking a cigarette. You don't need to be smoking cigarettes. I'm done with you smoking your cigarettes. The whole house smells like cigarettes. Just give me the cigarette. No, I'm not. What are you doing? You don't need to smoke that. That's a perfectly fine cigarette. What are you doing? I don't care. Tess et Brian se disputaient pour toutes sortes de choses. C'était clair que leur monde fantaisiste commençait à s'écrouler. Just like your No, mom, I I thought am you were not. different. I am not a slob. Yes, you are. You're a slob. You need to clean this place up. Elle ne me parlait plus beaucoup, mais quand elle me textait, elle parlait de leurs disputes. Elle ne savait pas comment s'en sortir. En fait, elle ne pouvait plus rien y faire. Ils s'engueulaient à propos de tout et de rien, pour des bagatelles. Ils se disputaient tout le temps. Je crois que c'est parce que Tess lui en voulait. Le corps en décomposition est toujours dans le coffre de la voiture. Et ils finissent par avouer leur crime à des amis proches. 3 semaines après le meurtre, un de leurs amis les dénonce anonymement à la police. Il a dit aux policiers qu'une femme avait été tuée et que son corps était à l'intérieur d'une voiture dans un garage. Il disait qu'il ne pouvait pas dévoiler l'adresse de la maison, mais il l'a décrite et leur a dit comment s'y rendre afin qu'ils puissent la trouver. Brian, it's the police. What are we gonna do, guys? Come out now! It's the police. Come out, let me see your hands. Don't make any false movements. Down on the ground. Do it now. I want to see all your hands. Come on. Now. Don't make any false movements. Go down. Get on your knees. All right, ma'am. I need you to go ahead and stand up. Tess, Brian et leur ami Tom Clayman sont emmenés au poste de police pour y être interrogés. Les policiers n'ont pas de mandat de perquisition et les 3 suspects refusent de leur révéler ce qui empeste le garage. So what happened with your mother? Tess leur dit qu'elle n'a pas vu sa mère depuis 3 semaines, mais Brian dit qu'il l'a vue ce soir-là, vers 18 heures. Relationship you've ever had? I would say, yeah. We've heard probably 4 different stories on what happened to Tessa's mom. So I'm just gonna talk to you
and try to get your side of the story on what happened. Is that cool? Yeah, that's fine. Okay. That girl's my life. Honestly, I don't want to be without her for any reason. Moins de 15 minutes plus tard, Brian est déjà sur le point de craquer. They just see my girlfriend. Just for a minute. Sure. Just, you gotta tell me why and all that. Just want to see if she's still mad. Okay, and then what? No, talk to them. Il a dit qu'il leur dirait la vérité s'il le laissait voir Tess quelques minutes. Brian a fini par expliquer aux enquêteurs qu'il est monté à la chambre, puis qu'il a agrippé Linda Dam par le cou et l'a plaquée contre le mur. Il tente de l'étrangler avant de saisir un couteau de poche. Il a perdu le couteau dans son cou. Il est donc allé chercher un couteau de cuisine, puis il l'a poignardée jusqu'à ce qu'elle meure. I walked out, I dropped the knife on the bed, I walked out. That was Tess's mom. Nothing close to what occurred with mom. Tess Dam a corroboré les aveux de Brian Grove. Il lui avait dit qu'il avait poignardé 4 ou 5 fois. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et ils se précipitent vers la scène d'horreur. Ils ont trouvé le corps de Linda Dam dans le coffre de la voiture. Il était enveloppé dans des draps avec l'arme du crime. Il était dans un état de décomposition avancé. Le cadavre de Linda est envoyé chez le médecin légiste. L'autopsie du corps de Linda Dam a révélé toute la violence de sa mort. Elle avait été poignardée 18 fois au cou. Plusieurs veines et artères importantes avaient été sectionnées. Il y avait même une plaie dans le fond de sa gorge. Brian a raconté qu'il l'avait attaqué, mais qu'il ne l'avait poignardé que 4 fois. Ce genre de minimisation ou de déni est très courant pendant ce type d'interrogatoire. Les suspects cherchent à minimiser leurs responsabilités afin de réduire la gravité des conséquences qu'ils subiront. Brian cherchait donc à se distancier de la brutalité dont il avait fait preuve. Brian est formellement accusé du meurtre de Linda. Alors que la pression monte pour lui, arrivera-t-il à continuer de cacher le fait que Tess l'a aidé à planifier le meurtre de sa mère? Les suspects révéleront-ils que leurs amis étaient eux aussi impliqués? Brian Grove et Tess Dam ont été arrêtés pour le meurtre de Linda, la mère de Tess. Cette dernière révèle aux enquêteurs qu'ils ont eu des complices dans cette affaire. Oh my God. Is she dead? Yes, you have to help me get her out of here. You can't get out now. Tom Clayman est interrogé et confirme que le meurtre de Linda Dam a été prémédité et qu'il les a aidés à déplacer le corps. Mark Davis est appréhendé et il reconnaît avoir aidé ses amis à enterrer Linda. Il ajoute que Brian et Tess l'ont convaincu qu'il n'avait pas voulu la tuer, mais les enquêteurs lui dévoilent ce qui s'est réellement passé. Quand Mark a appris que ce n'était pas un cas de légitime défense, il a dit qu'il n'aurait jamais dû aider Brian Grove. Il le regrettait sincèrement. Malgré cela, il a tout de même aidé à altérer des éléments de preuve et enterrer le corps. Ce sont des actes illégaux au Colorado. L'histoire d'amour des deux jeunes adolescents est mise au jour, et tout comme lors de leur première rencontre, il est clair que Tess Dam tenait le rôle de la méchante sorcière en planifiant le meurtre de sa mère.
On a réalisé qu'elle n'avait pas seulement participé à la planification du meurtre de sa mère, mais qu'elle en était aussi le cerveau. Si elle n'avait pas demandé à Brian Grove de tuer sa mère, tout ça ne serait jamais arrivé. Aujourd'hui, je sais que Tess est la plus grande manipulatrice que j'ai connue. Les procureurs accusent Brian Grove de meurtre au premier degré et de complot. Tess Dahm est accusée de complot, de complicité et d'altération d'éléments de preuve. On était complètement sous le choc. On ne pouvait pas croire que ça soit arrivé et que nos amis aient pu faire quelque chose comme ça. Ça m'a jeté à terre. Je ne savais plus quoi faire. J'ai couru chez mon père en disant « Tess a été arrêtée » et je paniquais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à souffrir d'angoisse. J'étais complètement terrifiée. Je croyais que je ne la reverrais jamais. J'étais sûre que je ne la reverrais plus jamais. La famille et les proches font une petite cérémonie devant le garage de la maison des Dahm. Pour nous, ils étaient des adolescents tout à fait normaux. C'étaient des jeunes qui avaient rêvé, comme les autres, d'avoir leur permis de conduire et qui voulaient s'amuser avec leurs amis. What the hell is going on in here? I think it's about time you went home. Ces deux adolescents ont élaboré un plan en s'inspirant l'un de l'autre. Comme plusieurs jeunes de leur âge, ils n'ont pas exploré d'autres solutions à leurs problèmes. Ils en ont choisi une et ils sont allés jusqu'au bout. Mark Davis et Tom Clayman acceptent tous les deux de témoigner contre les jeunes amoureux. Mark et Tom ont collaboré avec les procureurs. Mark a plaidé coupable à une accusation réduite. Tom a pu être jugé en tant que mineur et il a purgé sa sentence dans un foyer pour jeunes contrevenants. Brian Grove refuse toujours d'admettre que Tess était aussi impliquée dans le meurtre de sa mère. Brian n'a jamais cessé de disculper Tess. En novembre 2007, il accepte de plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré et il est condamné à 40 ans de prison. Il sera admissible à une libération conditionnelle en 2036, lorsqu'il aura 47 ans. La sentence de Brian Grove tient compte de son dossier criminel peu étoffé et de son jeune âge. Brian prétend qu'il a commis cet acte pour défendre sa petite amie contre une mère alcoolique et violente. Ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu se trouver un emploi et la sortir de cette maison. Brian n'aurait jamais fait une chose pareille sans Tess. Il ne vivait plus que pour elle, et il aurait fait n'importe quoi pour elle. Au fil de notre enquête, on a réalisé qu'elle était également coupable de complicité de meurtre au premier degré. Cela signifie qu'elle avait participé à la planification du meurtre de sa mère et qu'elle avait encouragé Brian Grove à passer aux actes. Cependant, Tess Dahm, qui n'avait que 15 ans au moment du crime, accepte de plaider coupable en tant que mineure à une accusation de meurtre au deuxième degré, puis de plaider coupable en tant qu'adulte à une accusation d'incitation au meurtre. Elle est condamnée à une peine de 5 ans dans un établissement correctionnel pour jeunes, suivie d'une peine de 18 ans dans une prison pour adultes. J'étais là quand elle a reçu sa sentence. Je pensais mourir. C'était terrible. Elle a accepté de plaider coupable pour avoir une sentence réduite. Je pense qu'elle savait ce qui se passait. Elle a essayé de jouer l'innocente, la petite naïve qui ne savait rien. Mais elle savait très bien ce qu'elle demandait à Brian de faire. Elle savait qu'il était prêt à tout pour elle. En décembre 2009, après avoir purgé presque 18 mois de sa peine dans un établissement correctionnel pour jeunes, Tess est impliquée dans un plan d'évasion durant lequel elle compte étrangler un gardien avec un lacet. Le fait qu'elle élabore un tel plan démontre que son jugement est toujours très pauvre quand vient le temps de tenter de résoudre des problèmes. Au lieu d'accepter les conséquences de ses gestes, elle a encore eu recours à la solution qui l'a menée là en premier lieu. Quand on n'a qu'un marteau comme outil, le monde entier ressemble à un clou. Brian Grove et Tess Dahm se sont rencontrés par hasard pendant la nuit la plus effrayante de l'année. Et leur histoire d'amour fantaisiste s'est terminée dans l'horreur. Ils se complétaient très bien.
Ils ont vécu les mêmes souffrances, les mêmes traumatismes et les mêmes difficultés. Don't touch my stuff. I swear I'll kill you. Don't ever touch my stuff. Tess lui a fourni tout ce dont il avait besoin pour libérer toute la violence qu'il refoulait. And I will kill you. Quand Tess a rencontré Brian, elle a trouvé en lui l'outil qui lui permettrait de vaincre sa mère une fois pour toutes. Voilà l'origine de leur alliance meurtrière.